Bonjour. Oui, je sais, on démarre classique. Et je sais aussi ce que vous pensez. Vous le pensez assez fort pour que je l'entende. Est-ce que, par hasard, ce serait pas grand temps pour faire une nouvelle hors-pile à voir? Si, il est grand temps. Suivi, bien entendu, d'un hors-pile à lire, comme d'habitude, qui devrait arriver sans trop traîner. C'est pour ça, abonnez-vous, ce serait dommage de le louper. Et puis, tant que vous y êtes, commentez, partagez, likez, enfin, vous connaissez quoi, tout le colis. Oui, alors d'habitude, oui, mais là, non. Que est? Qu'entends-je? Qu'acoustiquais-je? Je ne puis le croire. Alors déjà, tu joues très mal, et ensuite, il y a eu une période assez longue où j'ai pas du tout lu, ou quasiment pas, et du coup, si on veut pas se retrouver avec une hors-pile à lire, avec 3 bouquins qui se courent après, on va attendre un peu. Je préfère. Mais bon, commençons sans plus attendre ce nouveau hors-pile à voir, le numéro 3, et commençons très fort avec, non je déconne, on commence avec White House Down de Roland Emmerich. Alors, White House Down, c'est complètement Die Hard à la Maison Blanche. Mais sans Bruce Willis, sans McTiernan et sans Alan Rickman. Non, à la place, on a Channing Tatum qui joue les gros du cœur tendre, Jamie Foxx qui joue les présidents des États-Unis préoccupés par la paix mondiale et l'intégrité physique de C.R. Jordan. Ah oui, et on a la Maison Blanche qui explose. Ah ben je vous avais prévenu, c'est du Roland Emmerich. Hein. Eh ben vous savez quoi? J'aime bien ce film. Alors c'est aussi con que ça en a l'air quand on en parle, mais c'est efficace, c'est spectaculaire, ça pète de partout. Les personnages, bon clairement, c'est pas du Hamlet en termes de profondeur, mais ils sont sympathiques, ils sont attachants. Il y a quelques moments qui sont quand même assez décroche-mâchoire. C'est super divertissant. Et pour un film d'action de ce calibre, je demande pas beaucoup plus en fait. Non, vraiment, si vous aimez les films d'action à l'ancienne, simples et bourrins, vous pouvez vous pencher sur celui-ci. Il occupera bien 2h30 d'un après-midi pluvieux, il n'y a pas de problème. Bon, la suite. L'Imaginarium. Ça me rappelle un truc, ça. L'Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui ici adapte assez librement Faust avec le Joker, Spider-Man et Heath Ledger, Andrew Garfield et Johnny Depp. Et Tom Waits. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Je vous le demande. Eh bien rien, absolument rien. Ce film est absolument génial et j'en fais beaucoup trop. Mais bon, un casting voilà, hein. Des délires visuels dont seul Terry Gilliam a le secret, l'amour véritable et les marginaux pour thèmes centraux, Tom Waits en ange déchu. Si la poésie et l'onirisme avaient une forme physique, il aurait la forme de ce DVD. Juste, ça se sent que je l'ai aimé ce film ou pas du tout? Bon, sans transition. Oh merde, c'est à moi. Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1943. Attendez, partez pas tout de suite. Un film financé par les bras tendus qui dénonce les lettres anonymes, procédé qu'adorer, les bras tendus. Ça part très bien. Il fait d'un médecin de campagne, avorteur à ses heures perdues, son héros par défaut. Un profil qu'aimait beaucoup le gouvernement de Vichy. Pas du tout. Entre travail et patrie, il y avait famille, hein. Bref, on a ici un film qui ne croit plus en rien ni personne, un peu finalement comme son personnage principal. Je vais pas vous mentir, sur certains aspects, ça a un peu vieilli. 43 les gars, mon père était pas né. Et j'ai connu le monde avant Internet. C'est vous dire si c'est pas jeune. C'était quoi ça? Un millénial qui a fait un malaise. Merde. Bon, fous-le sur le côté, on s'en occupera plus tard. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, Le Corbeau. Alors oui, ça a un peu vieilli.
Les mœurs ont évolué quand même depuis le temps. Et heureusement. Et heureusement, mais, comme je l'ai entendu dire quelque part, quel putain de bon film! Le rythme est vif, les scènes sont toutes plus marquantes les unes que les autres, le cadrage, c'est une leçon, le scénario est excellent. Bon ben voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quel putain de bon film, voilà! Et on continue tout de suite dans la joie et la bonne humeur, l'humour et la gaudriole, avec l'excellent Traîner sur le bitume, avec le Mel Gibson des grands jours. Bon, alors ce film, pour vous faire un résumé succinct mais efficace, c'est le mix parfait entre la machine infernale de Cocteau et un coup de poing dans la gueule. Je m'explique. Toute la mécanique du film repose sur le fait de vous présenter des personnages moralement ambigus, on va dire, de vous expliquer pourquoi et comment ils en sont arrivés là malgré eux, et de vous montrer toute la mécanique qui va faire que ça va aller de plus en plus mal pour eux. Un bonheur. C'est un très bon film qui nous interroge sur les limites morales de l'individu. Bon, alors oui, à son échelle, d'accord, je voudrais pas que Jean-Eudes Caillé du cinéma nous fasse une syncope. Ça reste une série B hollywoodienne. Mais c'est une très bonne série B hollywoodienne. Bon, alors vous comprenez bien qu'après Le Corbeau et Traîner sur le bitume, j'avais besoin d'un peu de légèreté. Et c'est pourquoi, tout naturellement, je vous présente maintenant Les salauds dormant paix de Kurosawa. Peut-être aller me foutre en l'air, moi, en fait. Hein. Non, mais on rigole, mais laissez-moi vous dire que le trio, Le Corbeau, Traîner sur le bitume et Les salauds, quand même, je suis pas prêt tout de suite pour la liste de Schindler, moi. Hein. Bon, par contre, j'avoue, le trio Kurosawa, Toshiro Mifune et Film Noir, ça m'a emballé. Kurosawa fait un travail remarquable sur les cadrages et la lumière, c'est chirurgical. En même temps, vous allez me dire, oui, c'est Kurosawa. Toshiro Mifune est complètement habité par son rôle de Punisher sans armes et sans espoir. Et en même temps, oui, c'est Toshiro Mifune. Bon, des fois, si je chipote, je vais pas vous mentir, ça surjoue. Notamment sur la folie, ça manque un petit peu de dosage. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, héritage kabuki, choc des cultures, qui suis-je pour juger, tout ça, tout ça. Les salauds dorment en paix, c'est un film magistral. Bon, c'est aussi une claque dans la gueule sèche et sans espoir, on est d'accord, mais vraiment, c'est un film à voir. Vraiment. Alors, on continue avec... Excusez-moi, mais plusieurs mois après, j'ai encore des séquelles. Le ballet mécanique est un film, ouais, expérimental, là-dessus je pense qu'on sera tous d'accord, qui se vante d'être le premier film de l'histoire sans scénario. Bon, alors, déjà deux choses. Premièrement, il n'y avait pas besoin de le dire, ça se voit. Et deuxièmement, c'est face à ce genre de film qu'on se rend compte que le métier de scénariste, c'est important. Ah non, mais même le scénario du dernier Fast and Furious, hein, je prends. Ce film, en plus d'être une grosse arnaque, ce film vous veut du mal. Non, parce que prenez le caméraman de Vertov, qui a été réalisé sensiblement sur la même période, milieu des années 20, début des années 30. Bon, on ne peut pas dire que ça racontait grand-chose. Niveau scénario, calme-toi Jean-Eudes, et en termes d'expérimental, ça se posait pas mal là non plus. Mais ça allait quelque part. Là, c'est juste un chaos absolu qui, en plus, vous gueule dessus. Non, vraiment, ce film, pour le dire poliment et pour ceux qui ont la ref, il a été cuit trop vite dans un four trop chaud.
Moi, un projectionniste, il me sert ça dans un cinéma, il prend une quiche dans sa tête. Le film dure 16 minutes, c'est 17 minutes de trop. Mais si vous cherchez un moyen de torture, il est disponible gratuitement sur YouTube. Attends, mais pourquoi t'as dit que c'était une arnaque? Ah oui, parce que j'allais oublier ça aussi. Vous voyez l'affiche là, avec Charlot présente marqué en gros et le petit Charlot stylisé. Bon, le premier réflexe qu'on a tous, c'est de se dire putain de merde, qu'est-ce que Charlie Chaplin est venu faire dans cette galère? La réponse? Rien, il est rien venu faire dans cette galère. Le Charlot dont on parle là, c'est André Charlot, le producteur du film. J'appelle ça du vol et du plagiat. Et laissez-moi vous dire que j'aime pas beaucoup les voleurs et les fils de pute. Putain, mais calme-toi, tu fais peur à tout le monde là. Pardon, je suis désolé, fallait que ça sorte. D'Ivoire, tu t'es pas un peu viandé sur la censure là? Ouais, un peu. Ah, il me semblait aussi. Suivant. Alors là, vous allez rien y voir, mais c'est Rencontre du troisième type. Je n'avais jamais vu Rencontre du troisième type. Bah ben quoi, ça arrive au meilleur. Je veux dire, Clara Runaway, elle avait jamais vu un film de Tarantino avant de voir un film de Tarantino. Ah, mais il y a moyen d'être tranquille 2 secondes, oui. Bon, ben les liens sont dans la description, voilà, comme ça vous savez. Mais je m'écarte du sujet et c'est fâcheux. Ce film, je sais pas. En même temps, je l'ai apprécié. C'est un Spielberg. Mais j'ai été un peu déçu. Après, c'est peut-être moi qui suis con, hein. Ah, mais tout est possible, on sait pas. La lumière, la composition, tout ça c'est magnifique, c'est Spielberg. Le travail sur les sons est super intéressant, et en même temps, c'est un peu le cœur de l'histoire pour ainsi dire, ça aurait été con de le foirer. Mais je sais pas, au final pour moi, il y a un côté tout ça pour ça, qui, perso, m'a laissé complètement sur le sable. Après, c'est peut-être toi qui es con. Merci. On change complètement d'ambiance avec Un roi à New York. Non, un roi, c'est quand même pas pareil ici. La post-prod, c'est le stagiaire qui gère ou ça se passe comment? Un roi à New York, c'est pas compliqué, bordel! Ah, quand même! Donc, Un roi à New York, c'est le dernier film de Charlie Chaplin. Le vrai, cette fois. Enfin, à vrai dire, son avant-dernier. Bon, ben c'est un bon film, voilà, c'est du Chaplin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il parvient à réunir le meilleur des deux mondes en mixant le slapstick des grandes heures de Charlot au grand discours humaniste que lui permet le cinéma parlant depuis Le Dictateur. Et Un roi à New York, c'est aussi un gigantesque chamboule-tout où Charlie Chaplin s'en prend à tout et tout le monde. Sérieux, le gars, on dirait Eminem. Et s'il n'avait pas eu de problème avec McCarthy jusque-là, le film a dû changer la donne. Et pour conclure, la magie de Chaplin étant ce qu'elle est, même dans un film parlant, même sans sa canne et son chapeau, on reconnaît dans le sourire et les mimiques du roi déchu ce bon vieux Charlot. Si c'est pas une belle métaphore, ça. C'est pas le film le plus connu de Chaplin, mais sincèrement, il mérite d'être vu. Et on enchaîne avec... Oh oh oh, vous êtes pas prêts. En route vers le sud, une romance improbable au temps du Far West, avec et réalisée par Jack Nicholson. Attendez, je vous la refais. Avec et réalisé par Jack le Joker Torrance Nicholson. Ce Jack Nicholson. Qui réalise une comédie romantique. Voilà, donc je vous laisse 2 secondes pour assimiler et éventuellement vous remettre la mâchoire en place. Au casting, on a Jack Nicholson, Danny DeVito et Christopher Lloyd. Voilà donc Jack Torrance, le pingouin et le juge Doom dans une comédie romantique réalisée par le Joker. À nouveau 2 secondes. Alors, je vais même pas vous en faire l'article. Mais avouez que, déjà, rien que pour la curiosité, me dites pas que ça vaut pas le détour. Et on continue.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon, bah il fait chaud, d'accord? Puis bon, vous êtes sur l'improbabarium, les faux raccords, vous devriez être habitués depuis le temps, non? Je disais donc, on continue dans un univers complètement différent avec American Buffalo. Alors celui-là, il tourne pas mal dans les brocantes, et c'est vrai que je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est de la merde? Ah non. Enfin si, pour beaucoup de monde, ça doit être de la merde, mais on va essayer de détailler un peu quand même. American Buffalo, c'est du théâtre filmé où il se passe pas grand-chose. C'est vrai que dit comme ça a l'air chiant. Et c'est vrai que ça va l'être pour pas mal de monde. Mais moi, j'aime bien ce film. L'immobilisme de l'histoire, et si on veut aller plus loin, de la caméra même, est complètement à l'image des personnages. C'est-à-dire des paumés, englués dans leur galère, et qui savent pas du tout comment reprendre leur vie en main. Une mention spéciale à Dustin Hoffman, que j'adore, vous le savez, pour son personnage mi-petite frappe, mi-escroc, et remis asocial derrière. Alors on va être clair, ce film, je le conseille pas à tout le monde. Mais si vous aimez les films verbeux de personnages, où il se passe pas grand chose, vous pouvez y aller. Je l'ai bien vendu, hein, non? L'aventure, c'est l'aventure. Lino Ventura, Jacques Brel, des paysages magnifiques, des truands qui, pour continuer à gagner de la maille, s'inventent une conscience politique. Sur le papier, ça marchait. Au visionnage, pas du tout. Dommage. Bon, allez, on reste pas sur un échec, mais on reste quand même dans le cinéma français. Si, c'est possible. Au poste de Quentin Dupieux. J'aime beaucoup Quentin Dupieux. Enfin, j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Je sais pas, je le connais pas. Il est certainement très sympa, mais je peux pas vous dire. Pourquoi il faut toujours que je m'embrouille, moi? Bah, peut-être parce que... Bon, alors toi, tu la boucles, hein. J'aime beaucoup le cinéma de Quentin Dupieux. Je l'ai découvert avec Rubber. Je vous en dis pas plus. Si vous connaissez pas, si je vous dis un truc, vous n'êtes pas prêt. Mais au poste, parce que c'est de ça qu'on cause, ça vaut quoi au juste? Eh ben, c'est très bien. Enfin, c'est très bien si vous aimez le non-sens, l'absurde et le quatrième mur défoncé à coups de masse. Ah bah oui, bah faut un minimum quand même, hein. Bon, mais au final, moi, j'aime bien. Ouais, mais toi, t'es spécial. Oui, complètement. Alors après, au poste, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez sauter dans le vide ou pas. Là, je peux pas répondre pour vous. Alors, suivant, Beetlejuice 2. Ah, Beetlejuice 2, le film qui m'a fait dire le grand retour de Tim Burton. C'est pas pour tout de suite. Alors, c'est pas mauvais non plus, hein. On passe un bon moment, mais bon, pour le gars qui a fait Édouard aux mains d'argent, Batman le défi et Beetlejuice premier du nom, c'est clairement un cran en dessous, voire deux. Ça manque un peu de folie tout ça. Le rôle de Jenna Ortega m'a fait comme un chat dans Matrix, c'est-à-dire que clairement c'est le personnage de Mercredi Adams. Et Monica Bellucci, je l'aime bien, hein, mais là, elle a autant d'intérêt pour le scénario que Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Alors voilà, c'est pas mal, on passe un bon moment, mais on attend mieux au second semestre, Monsieur Burton. Mais il y a pire que ça. Oh oui, il y a pire que ça. J'ai dit il y a pire que ça. Voilà. Il y a Bulworth de Warren Beatty avec Alberi. Ce film est une catastrophe. Warren Beatty joue un politicien en pilotage automatique qui en a marre de tout. Il met un contrat sur sa propre tête façon Les Tribulations d'un Chinois en Chine, mais au cours du film, il retrouve le goût pour la vie et commence à parler sans langue de bois, ce qui pour un politicien est quand même... voilà. Bon, bah ça sur le papier c'est génial, hein. Eh ben, je m'explique pas comment ils ont fait, mais au visionnage, c'est une merde. Ça devait être sarcastique, grinçant,
C'est au mieux gentillet, au pire complètement crétin. Ça, c'est à vous de voir votre seuil de tolérance à la connerie. Après, je peux pas dire pour vous. Et en plus, ils ont commis le crime le plus grave, loin, bien loin, derrière la pizza hawaïenne à l'ananas et les claquettes chaussettes, ils ont fait râper un blanc. Un quinquagénaire blanc aisé, politicien de surcroît. C'est plus une faute là, c'est un crime. On est à la fin des années 90. Tupac sort encore des albums. Post-mortem, mais il sort des albums. Marshall Mathers commence tout juste à faire connaître Eminem. La référence du rappeur blanc à cette époque, c'est Vanilla Ice. Vous la sentez venir la catastrophe là ou pas? Et ils font ça plusieurs fois dans le film en plus. Il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est dit que ce serait drôle. Non putain, c'est pas drôle. C'est cringe et c'est hyper gênant pour tout le monde. Faut pas faire ça, faut arrêter les conneries. Tiens, fous-moi ça en l'air. Next. Oh putain. Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier, hein, c'est clair. Mais là, les Spider-Verse, les machins, les trucs, Marvel, faut arrêter. On n'en peut plus. Ça déborde. Et c'est dommage parce que ce film, j'aurais bien voulu l'aimer davantage. Visuellement, déjà, c'est très cool. Même si, à mon sens, encore une fois, c'est un cran en dessous du premier. Et je redis bien à mon sens, hein, n'oublie pas ce facteur, Jean-Kévin, c'est important. Les personnages ont des backgrounds qui sont assez fouillés dans l'ensemble. Et puis, ils sont attachants. Mais cette fin, faut qu'on parle de cette fin quand même. Cette putain de fin qu'on voit venir à des bornes et qui vous hurle à la gueule. La suite au prochain épisode. Vous étiez censé faire un film à la base, je vous rappelle. Un film, c'est censé se tenir, se suffire à lui-même. Un début, un milieu, une fin. Une fin. F-I-N. Quand je regarde un film, je m'attends à voir un film. Pas un putain d'épisode pilote, j'en peux plus de ça non plus. Bref, Spider-Man, c'est beau, mais ça fait chier. La suite. Et la suite, c'est Scanner de Cronenberg. Alors ce film, je sais pas. À chaud, j'étais plutôt négatif. Et puis je sais pas, il y a un truc qui m'est resté comme une espèce d'acouphène en fin de concert, vous voyez, une persistance rétinienne, il y a quelque chose qui avait survécu. Je sais pas si c'est l'intro qui te cogne d'entrée de jeu, tu sais tout de suite où tu vas, ou alors est-ce que c'était cette ambiance sombre et désespérée à la John Carpenter, ou peut-être le travail sur les effets sonores qui te hante encore après le film. Est-ce que je vais insulter votre intelligence en vous disant que je vous le conseille? Je viens de le faire. Et tout de suite la suite. Et la suite, c'est Blowout de Brian De Palma. Et alors là, attention, on est sur un vrai grand film. On a un John Travolta qui est complètement habité par son personnage et une ambiance lourde de paranoïa qui vous chope dès la première scène du film et qui ne vous lâche plus. Jamais. Enfin, jusqu'à la fin du film, quoi. Et puis, il y a le savoir-faire de De Palma. Des plans qui pètent la classe, et de ces fameux plans séquences dont il a le secret, et qui vont vous faire demander plusieurs fois dans le film, mais attends, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de couple, là? Tout le contraire de cette chaîne, en fait. Et pour finir, car oui, il faut bien finir un jour, on retrouve Clint Eastwood jeune, car oui, Clint Eastwood a été jeune, accompagné de Jeff Big Lebowski Bridges, encore tout minot, dans un film de John Cimino. Le Canardeur, dont je fais apparaître ici l'affiche, car je n'ai pas le DVD. Un film à la traduction de titre, encore une fois, hautement daubé. Ils ont juste oublié qu'il y avait Jeff Bridges au casting. Mais un film de casse avec des acteurs au top du cool, un film qui sent sacrément bon les années 70, et qui revendique fièrement cette époque libertaire,
c'est quelque part entre Vanishing Point et Easy Rider. Un film enfin qui aurait fait un bon GTA avec la mission du marchand de glace et le braquage de l'armurerie. Comment ne pas aimer ce film? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on aura du Terry Gilliam, Jamie Lee Curtis dans une comédie britannique avec des vrais morceaux de Monty Python dedans, et de la chirurgie esthétique. Voilà, j'espère avoir fait augmenter votre pile à voir. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.